La première chose dans un contrat, c'est d'abord de comprendre de quoi il s'agit et avec qui on va le faire. Il faut un peu de modestie en fait. Un contrat, c'est un emballage. Il faut d'abord comprendre ce qu'on emballe. Alors ce qu'on emballe, c'est un objet. Il faut comprendre quelle est sa complexité. Il faut comprendre jusqu'à quel point il a des implications économiques. Il faut comprendre quels sont les enjeux. Si c'est des enjeux importants, c'est des montants importants. Il faut comprendre s'il y a des alternatives. Si ce que je vous achète est quelque chose qu'on ne trouve que chez vous, ça change radicalement les choses par rapport à quelque chose que je pourrais acheter chez beaucoup d'interlocuteurs différents. Donc en fait, à chaque produit correspond sa logique spécifique et c'est quelque chose que vous devez comprendre avant de penser à faire un contrat. Ensuite, vous devez comprendre votre co-contractant. Votre co-contractant, eh bien, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà travaillé ou pas. Et cela change énormément de choses d'avoir un historique. De la même façon, quand on a en face de soi un gros et qu'on est petit, ou bien un petit et qu'on est gros, ça change beaucoup de choses, comme vous le savez maintenant. Est-ce que ce co-contractant est près de chez vous? Est-ce qu'il est dans un autre pays très lointain? C'est une question qui aussi entre en ligne de compte. Et tout cela, tous ces paramètres font que vous allez être amené à écrire un contrat plus ou moins épais parce que plus vous êtes dans l'incertitude, plus vous allez être obligé de préciser les choses. Ce qui veut dire que si vous connaissez bien votre interlocuteur et que vous travaillez avec cet interlocuteur depuis longtemps, il y a beaucoup de choses implicites qui vont d'elles-mêmes et donc vous n'avez pas besoin de les écrire. Et donc, vous avez aussi une dose de confiance qui vous permet de prendre certaines libertés par rapport à un contrat touffu. Si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de spécifier tout ce que vous pouvez. Une fois que cela est clair, on passe à la lecture, la vraie. La lecture, rappelez-vous, c'est 3 lectures différentes. La première, c'est celle qui consiste, la lecture micro-contractuelle, qui consiste à lire clause par clause, sans se préoccuper lorsque vous lisez une clause des autres. La deuxième, c'est celle qui consiste, la lecture macro-contractuelle, à lire une clause en réfléchissant à l'incidence que cela peut avoir sur d'autres clauses. Et la troisième lecture, c'est la lecture métacontractuelle, celle qui concerne le silence du contrat, les blancs du contrat, que vous voulez ou non combler. Le contrat, vous l'avez, c'est ce petit contrat d'approvisionnement qui porte sur un approvisionnement en krill d'un distributeur britannique. Contrat d'approvisionnement, ça veut dire quoi? En fait, la question du titre se pose d'emblée dans un contrat. Il faut comprendre qu'un titre, c'est ce qui vaut le moins. Ça ne vaut pas grand-chose parce que c'est toujours faux. Prenez un contrat de vente, par exemple. C'est un contrat de vente si je vous vends quelque chose, c'est un contrat de vente pour moi. Mais si vous m'achetez quelque chose, c'est un contrat d'achat pour vous. Alors c'est un contrat de vente, un contrat d'achat et vente. Vous voyez que même sur une transaction aussi élémentaire qu'une vente, il est difficile de donner un titre. C'est la raison pour laquelle les juges ne se sentent jamais liés par un titre. Si vous appelez votre contrat de vente un contrat de mariage, ça restera quand même un contrat de vente. Ça n'affectera pas la validité de votre contrat, le titre sera simplement ignoré. La conclusion, c'est que dans la mesure du possible, il faut éviter d'indiquer un objet dans un titre. Le contrat, c'est un résumé d'une relation infiniment plus complexe que ce que le contrat a capturé, et le titre, c'est un résumé du contrat. Donc ça devient vraiment trop sommaire. Si vous pouvez, abstenez-vous. Abstenez-vous de dire contrat de ceci ou contrat de cela, mais ne vous abstenez pas de dire contrat ou convention, parce qu'il est important de préciser dans quel type de relation vous êtes, et un contrat, c'est quelque chose qui fait sens en tant que tel. Passons au préambule. Vous avez là un contrat d'approvisionnement qui commence de façon très classique, avec des parties qui sont présentées. Société A, société B, société A, siège social, adresse, représentée par, B, pareil. Et puis vous avez une présentation qui est très ambiguë, parce que vous allez avoir une présentation qui est faite avec une terminologie qui n'a rien à voir avec celle du contrat, dans le sens où c'est une terminologie qui est vague. Donc on va vous expliquer que le vendeur est comme ceci, l'acheteur est comme cela. Quand vous regardez de près, vous apercevez qu'aucun de ces termes n'est clair. Un important réseau de distribution, ça ne veut rien dire. L'Europe, ça ne veut rien dire. Compétence, ça ne veut rien dire. Tout cela, c'est des termes que l'on met et dont on peut s'interroger sur la portée. Comme ce sont des termes flous, la tentation naturelle, c'est de faire l'impasse sur le préambule et d'aller directement dans le dur. Le dur du contrat, c'est l'article 1. En fait, c'est une erreur, parce que c'est un volet faussement anodin, le préambule. Le préambule,
c'est l'endroit où on va vous indiquer à quoi on joue. Les articles, c'est comment on joue. Donc ne vous y trompez pas, le préambule est un lieu stratégique du contrat parce que c'est là que l'on indique le sens de la relation. Je m'explique. Si je dis que vous êtes un distributeur compétent et disposant d'un important réseau de distribution, cela veut dire que j'attends de vous plus que l'attente que je pourrais avoir d'un distributeur normal. Concrètement, si on a un litige et je ne suis pas satisfait de vous, que va-t-il se passer? C'est simple, on va aller devant un juge et le juge va chercher à savoir si oui ou non mon distributeur est à la hauteur de ce que je suis en droit d'attendre. Ce que je suis en droit d'attendre sur le marché de la distribution du krill surgelé, vous en doutez bien, le juge n'y connaît rien. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va recourir à un expert en distribution de produits surgelés de la mer. Et cet expert, il va dire, ben voilà, dans ce milieu, c'est un peu comme un delta, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a là le plus, là le moins, et ça, c'est l'activité normale d'un distributeur. Donc, si le préambule ne spécifie rien, ce que le juge va regarder, c'est si on est en dessous de cette barre-là. Si on est en dessous, si le distributeur est en dessous, c'est qu'il est défaillant, mais s'il est au-dessus, c'est qu'il n'a pas failli à ses obligations. En revanche, si on a pris la peine de spécifier dans le préambule que le distributeur était beau, intelligent, compétent, fort, avec un important réseau de distribution, eh bien ce que le juge va vérifier, c'est s'il est au-dessus de cette barre-là. Et s'il est en deçà, c'est-à-dire s'il est simplement normal, eh bien il sera quand même défaillant. La morale de l'histoire est extrêmement simple. Dans un contrat, il faut éviter la flatterie. Parce que toute flatterie qui vous est destinée augmente d'autant vos obligations. Ce qui pose une question pratique. Si je vous envoie un contrat dans lequel je dis que vous êtes beau et intelligent, il est assez difficile pour vous de me répondre non, 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 je suis laid et stupide, ce qui est votre intérêt. Il y a deux façons possibles de répondre. La première, c'est de dire je suis beau et intelligent, merci, vous de même. Vous augmentez la barre pour moi, j'augmente la barre pour j'élève la barre pour vous, donc d'une certaine façon on égalise. Et une autre façon de faire, qui est plus subtile, mais qui est un peu plus compliquée parce qu'elle est moins lisible. Si vous regardez votre préambule, vous verrez à la fin une petite phrase qui dit que le distributeur a été sélectionné par le fournisseur. Ce qui veut dire en d'autres termes, et ça c'est une phrase qui a été rajoutée par le distributeur, ça veut dire que le distributeur a tenu à dire que les remarques élogieuses qui lui sont faites sont des remarques qui lui sont faites à la suite d'un processus de sélection qui s'est opéré sur des critères qui lui échappent. Tout cela est un peu confus et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux, dans la mesure du possible, éviter les commentaires flatteurs pour vous. Point. Je vous remercie.